À 6h42 du matin, le 12 mars 2026, l'étendue glaciale de la mer Baltique semblait immobile. Pour un œil non averti, ce n'était qu'un autre lever de soleil gris sur l'Europe. Mais à 34 000 pieds d'altitude, un avion de patrouille américain P-8A Poseidon écoutait chaque vibration, chaque chuchotement radar provenant de l'enclave russe de Kaliningrad. En dessous, invisible sous les vagues gelées, un sous-marin russe de classe Kilo tentait de dissimuler sa position grâce à l'un des systèmes de camouflage électronique les plus récents de Moscou. Il aurait dû être indétectable. Il ne l'était pas. En quelques secondes, le système Elint du Poséidon capta une impulsion rythmique et faible, une modulation de 2,4 Hz, incompatible avec le bruit naturel de la mer. Le signal fut localisé, triangulé et cartographié. Les coordonnées apparurent comme une cicatrice sur la carte numérique. Un murmure venu des profondeurs. À 6h48, l'information était déjà arrivée à bord de l'USS Mount Whitney, navire amiral de la 6e flotte. Les ordres furent transmis rapidement. Déployer un drone d'observation. Nom de code du paquet. Trident Ghost. Un seul MQ-4C. Triton décolla d'Estonie, traversant les nuages à 360 nœuds. Son radar à ouverture synthétique peignant la mer de lumière invisible. Du côté russe, la confusion gagna le commandement. Le capitaine du Kilo, ignorant que son camouflage avait échoué, augmenta la vitesse à 12 nœuds, laissant derrière lui un sillage de turbulences thermiques brillant intensément sur les capteurs américains. Ce qui suivit ne fut pas une bataille aérienne, mais un duel de silence. Le Poséidon ajusta son altitude, réduisant la puissance de ses moteurs au minimum. Il devint presque invisible au radar, un fantôme écoutant un autre fantôme. Chaque anomalie magnétique, chaque ping de sonar, chaque brève explosion de communication fut capturée, cryptée et transmise. Les Américains ne traquaient pas un sous-marin, ils disséquaient un algorithme. À 7h02, un nouvel ordre arriva. Commencer l'isolation passive. Pas d'armes, pas de menaces, seulement de la patience. Le Kilo, croyant avoir échappé à la traque, émergea brièvement pour renouveler l'air. À cet instant, toute sa signature acoustique, les vibrations du moteur, le rythme de l'hélice, même le flux du liquide de refroidissement, fut enregistré avec une fidélité parfaite. À 7h15, l'opération était terminée. Le Kilo glissa à nouveau sous la glace, sans savoir que chaque son, fréquence et vibration de son être vivait désormais dans les bases de données américaines. Le Poséidon vira vers l'ouest, ses moteurs ronronnant doucement. Ce que le monde ne verrait jamais, c'était la victoire silencieuse, cachée derrière le silence. Aucun missile n'avait été tiré, aucune alarme n'avait retenti, seulement un duel de données. Une guerre menée non pas avec des explosions, mais avec des échos. Et dans ces échos, l'équilibre du pouvoir se déplaça silencieusement vers l'ouest. À 21h04, le 11 juillet 2026, sous un ciel sans lune au-dessus de la mer de Chine méridionale, l'USS America LHA-6 lança une mission silencieuse. Un E-2D, Advanced Hawkeye, indicatif Spectre 1, monta à 31 000 pieds, son dôme radar balayant la zone proche des disputées îles Paracel. Bien en dessous, le sous-marin chinois Changzheng 417, classe type 093B, se déplaçait furtivement entre les couches thermiques, confiant dans son revêtement furtif censé le rendre invisible. Il avait tort. À 21h07, le radar APY-9 du Spectre 1 détecta une anomalie. Un faible retour, Doppler, incohérent avec le trafic civil. Les données furent envoyées à un drone furtif, RQ-180, en orbite pour vérification croisée. En quelques minutes, le schéma fut confirmé. Un navire submergé, émettant un bruit de bande large, intermittent à 14 Hz. Un murmure dans l'obscurité. À 21h10,
le réseau de guerre électromagnétique de la marine américaine, nom de code GhostNet, réseau fantôme, fut activé à travers toute la flotte. De Guam à Okinawa, 14 plateformes se synchronisèrent en un flux de données uniques, invisibles au radar, mais unies par le code. À bord du Changzheng, les alarmes retentirent lorsque les signaux sonars se transformèrent en un grésillement statique. L'ordinateur tactique du sous-marin, conçu pour filtrer les faux échos, commença à afficher des centaines de signatures fantômes, des destroyers, des torpilles, même des navires de surface. Aucun n'était réel. Le commandant chinois crut être encerclé. À 21h14, il donna un ordre désespéré. Plongez à 180 mètres, mode silence, total. Mais cet ordre scella son destin. La signature d'anomalie magnétique du sous-marin, déformée par les courants, fut capturée avec une résolution totale par le RQ-180. Chaque watt, chaque décibel, chaque vibration, archivée. Pendant ce temps, à bord du Spectre One, les opérateurs observaient en silence. Cible isolée, intégrité des données, 99,8%, dit une voix à travers l'interphone. Aucun missile n'avait été tiré, aucune charge de profondeur lancée, seulement le silence et la certitude. À 9h18, GhostNet se déconnecta. La mer retrouva son calme. Le Changzheng ignorait encore que son schéma furtif, autrefois le secret le plus jalousement gardé de la Chine, avait été cartographié, numérisé et archivé dans les serveurs classifiés du Pentagone. À 9h20, le Hawkeye vira vers l'ouest, en direction du groupe aéronaval. Mission accomplie. À l'horizon, la mer scintillait d'une paix trompeuse. Mais quelque part, dans les profondeurs, l'ombre d'un sous-marin venait d'être réécrite dans l'archive silencieuse de l'histoire. Un rappel que, au XXIe siècle, même le silence a une signature. À 2h33 du matin, le 9 septembre 2026, le golfe Persique s'étendait noir et vitreux sous une voûte d'étoiles. En station à 45 000 de Bandar Abbas, un RC-135 au Rivet Joint glissait dans la nuit à 24 500 pieds, son ventre couvert d'un réseau d'antennes et de récepteurs à vide. En dessous, un sous-marin diesel électrique de classe 209 Qadir respirait par intermittence à la surface, rechargeant ses batteries. Pour Téhéran, la probabilité de détection était faible. Pour les Américains, les probabilités étaient des algorithmes attendant d'être vérifiés. À 2h36, un ping soudain et cristallin illumina le spectrogramme du Rivet Joint. Un grésillement large bande, balayant de 8,4 à 9,6 GHz. Les analystes plissèrent les yeux. À l'intérieur de l'appareil, l'équipage l'étiqueta. Émetteur transitoire, rafale cohérente, signature non reconnue. Depuis l'USS Mahan à 32 000, la détection fut confirmée et les règles d'engagement transmises. Observer, ne pas escalader, sauf s'ils tirent les premiers. La mission n'était pas de combattre, mais de récolter. Depuis une base aérienne proche de Bandar, un F-14 Tomcat, matériel ancien rééquipé d'une avionique Tajriba héritée, s'éveilla dans un rugissement. Les pilotes reçurent l'ordre d'intercepter et de marquer la cible. À 2h44, le Tomcat rugit devant le Rivet Joint à 520 nœuds, lâchant une cascade de fusées éclairantes au magnésium qui illuminèrent l'océan tels des comètes déchues. C'était du théâtre, c'était une menace. Sous le rivet, des capsules cachées se mirent à l'œuvre. Les modules NGJ et les analyseurs de spectre avancés cataloguaient chaque nuance. Largeur de bande du signal, durée des impulsions, instabilité du PRF et l'harmonique nasale subtile des moteurs TF-30 au ralenti. En dessous, le commandant du Qadir interpréta mal la scène. Les fusées, les bangs supersoniques, la réverbération des moteurs.
Il supposa une attaque coordonnée. Le sous-marin exécuta une plongée d'urgence à 160 mètres. La pression monta, les joints vibrèrent. Une soudure de la coque externe se déforma sous la tension compressive soudaine. À 160 mètres, un panneau fragile céda dans une implosion qui ouvrit une brèche et inonda un réservoir de ballast avant, submergeant un compartiment. À 2h50, les opérateurs du Rivet Joint virent le signe révélateur. Des pics dans les hydrophones correspondaient à la signature acoustique de l'implosion et triangulaire la position du sous-marin à 300 mètres près. Ils ne célébrèrent pas. Ils enregistrèrent. À bord d'un EA-18G Growler, à 28 milles au sud-ouest, l'officier de guerre électronique attendait l'autorisation. Employer la dissuasion visuelle, clignota l'ordre du Mahan. Nom de code, Steel Curtain. Permission accordée. Le Growler grimpa dans la lumière de la Lune et se plaça au-dessus du dernier vecteur connu du Tomcat. Ses nacelles ALQ-99 s'animèrent, crachant un bruit à modulation de phase sur la bande 9,0 à 10,8 GHz. Le radar AN/APG 71 du Tomcat vacilla. Les échos radars se multiplièrent en un véritable palais des miroirs. Les blips tournoyaient, se fragmentaient, se superposaient. Une fausse cible apparut même sur le HUD du Tomcat, se superposant à la vue du pilote avec un compagnon inexistant. Désorienté, le pilote du Tomcat augmenta la puissance d'émission pour tenter de percer la brume, augmentant la sortie de 45%. Mais le résultat fut catastrophique. Les chaînes de calibration surchargèrent et déclenchèrent les protections internes. En 6 secondes, le radar AN/APG passa en mode autoprotection. L'écran vira à l'ambre, puis au noir. Le rivet disparut de son champ de vision, remplacé par une tache de faux échos s'étendant sur 12 000 nautiques, telle une échymose sur le Golfe. À 2h53, le pilote du Growler reçut le feu vert pour intensifier la dissuasion visuelle. Un AIM-120C pendait sous un pylône, son autodirecteur vibrant. Verrouillage infrarouge et radar confirmé. Le tir fut chirurgical. L'AIM-120 accéléra jusqu'à Mach 3,6 avant la transition transsonique, atteignant sa cible en moins de 2 secondes. L'explosion fut une boule orange bouillante à 22 000 pieds. Des fragments se dispersèrent sur l'eau noire. Aucun parachute. La trace radar du Tomcat prit fin. Le silence revint, épais comme de l'huile, seulement ponctué par les récepteurs du rivet, qui continuaient à avaler des données. Dans la cabine du RC-135, des rangées d'écrans brillaient de flux de télémétrie. La récolte fut immense. 22 téraoctets de données RF brutes, 132 sauts de fréquences enregistrés, des histogrammes d'impulsion, des rafales de liaisons cryptées et la signature harmonique unique du moteur TF30. Les analystes cataloguèrent 87 signatures distinctes du radar et de l'équipement radioélectrique du Tomcat. Code IFF lié à des matrices anciennes, forme d'ondes cryptiques et une table de saut défectueuse utilisant encore des routines soviétiques obsolètes. Les capteurs thermiques du Growler enregistrèrent des températures d'échappement atteignant 438 degrés Celsius avant la détonation et une surchauffe des capots avant à 196 degrés Celsius quelques secondes avant la fragmentation. Ces empreintes thermiques et spectrales furent intégrées dans les futures bibliothèques de guidage. Chaque brûlure, chaque post-combustion, chaque transitoire devenant un vecteur pour des autodirecteurs à venir. Sous la surface, le sort du Qadir était scellé. Le souffle acoustique de l'implosion fut enregistré à 189 décibels sur 4 bouées et déclencha des réponses dans le réseau sonar sur une zone de 82 000. En quelques minutes, les réseaux passifs triangulèrent l'identification et la localisation du sous-marin. Des drones photographiques vectorisèrent et capturèrent des images en basse lumière.
Le CIC du Mahan traça les coordonnées et les transmit au commandement du théâtre. Les équipes de sécurité respirèrent calmement. L'objectif était atteint. À 3h40, les contrôleurs de 2 flottes avaient transformé des ondes brutes en cartes exploitables. La marine américaine n'avait pas tiré le premier coup d'une guerre, mais elle avait dépouillé Téhéran de son secret opérationnel. Code radar inversé, harmonique moteur catalogué, modèle d'émission reconstruit. L'équilibre de l'invisibilité avait changé. Le coût en munitions et en pilotes fut nul. La valeur accumulée, stratégique, opérationnelle et monétaire, incalculable. Lorsque l'aube se leva sur le golfe Persique, l'eau ne trahit rien. Pour les cargos traversant le détroit, ce n'était qu'un matin ordinaire. Pour les commandants dans leurs salles sécurisées et les analystes traitant des téraoctets de données, c'était un tournant. La preuve que sur le champ de bataille moderne, l'arme la plus meurtrière est celle qui écoute la première, catalogue le plus vite et transforme une provocation en sa propre ruine. Le RC-135 prit la route du retour, missions accomplies. Ses boîtes noires pleines non seulement d'enregistrements, mais de leviers. À l'ère de l'information, celui qui écoute le mieux écrit la première ligne de l'histoire. À 3h18 du matin, le 14 novembre 2026, la mer Baltique était une plaque de verre noir. Au-dessus, un RC-135U Combat Cent de l'US Air Force avançait silencieusement vers le nord, ses récepteurs accordés sur le bourdonnement statique de la frontière électronique. En dessous, dans l'ombre de Gotland, une corvette russe de classe Stereguchi fendait les vagues à 28 nœuds, naviguant sans feu, son radar en mode passif. Pour les 2 camps, c'était une patrouille de routine. Pour les analystes à bord du Rivet, c'était un duel invisible. À 3h21, une rafale apparut sur le canal de spectre, 7,3 GHz. Un ping radar déguisé en bruit maritime. Les algorithmes à bord du Rivet le décryptèrent en 0,8 secondes. Radar à faible probabilité d'interception, nouveau schéma de modulation, murmura un analyste. Instantanément, le satellite Echo 9 synchronisa sa transmission. Depuis le navire amiral de la 6e flotte, l'USS Mount Whitney, arriva la confirmation « Marquez le signal, observez seulement ». Puis, sans avertissement, un Su-35S russe surgit de l'espace aérien de Kaliningrad, franchissant 60 milles nautiques en 2 minutes. Son radar IRBIS-E, modifié avec une direction de faisceau numérique, verrouilla le combat Cent à 3h23. Pour Moscou, c'était un test. Pour Washington, un piège. À l'intérieur du RC-135, personne ne bougea. L'appareil n'évita pas. Il écouta. Sous ses ailes, les systèmes avancés de localisation d'émetteurs commencèrent à cartographier chaque longueur d'onde produite par le chasseur russe. Fréquence de 9,2 à 10,9 GHz. Rapport de compression d'impulsion. Séquence de direction de faisceau. Tout était enregistré en temps réel. À 3h24, le Su-35 lança 2 fusées éclairantes d'avertissement, chacune brûlant à 2100 degrés Celsius. La lumière inonda le ciel nocturne. Mais la véritable illumination vint des données. La combustion spectrale des fusées fut enregistrée par les capteurs multispectraux, ajoutant une nouvelle ligne au dossier numérique croissant des actifs aériens russes. Quelques instants plus tard, le pilote russe, enhardi, activa son brouilleur. Un L-175 fit Kibini. Ce fut son erreur fatale. À 43 000 à l'ouest, un UA-18G Growler de la marine américaine répondit automatiquement. Ses nacelles ALQ-249 explosèrent à pleine puissance, contre-attaquant avec une modulation de phase de précision. Pendant 7 secondes, l'air au-dessus de la Baltique se remplit de feux invisibles. Le radar du Su-35 clignota, bégaya, puis s'éteignit. Des échos fantômes envahirent tout son écran. Avions inexistants, altitude inversée, cible fantôme.
Ces systèmes redémarrèrent 2 fois, avant que le pilote ne comprenne qu'il était aveugle. Les opérateurs du rivet joint observèrent en silence. Chaque impulsion, chaque paquet, chaque harmonique. L'anatomie de la défaite du Su-35 fut capturée et archivée. À 3h29, le chasseur russe vira vers l'est, regagnant Kaliningrad. Le verrouillage cessa. Le silence reprit le ciel. L'ensemble de l'affrontement avait duré 11 minutes, mais les répercussions furent sismiques. En quelques heures, les analystes de Ramstein et de Fort Meade déchiffrèrent des fragments des formes d'ondes russes, classifiés depuis plus d'une décennie. Le schéma de modulation du Kibini, autrefois jugé sûr, fut exposé. De nouveaux contre-algorithmes furent déchargés dans chaque appareil américain et de l'OTAN, opérant dans la région. En moins d'une nuit, l'équilibre entre furtivité et détection au-dessus de la Baltique avait changé. À l'aube, le combat Saint atterrit à Mildenhall, mission accomplie. À Washington, les données étaient déjà intégrées dans les bibliothèques de menaces et les simulateurs de guerre électronique. Aucun missile lancé, aucun combat aérien, aucune perte. Mais la victoire fut totale. Pour le public, rien ne serait jamais mentionné. Pour le Pentagone, ce fut une révélation. La preuve que le prochain conflit mondial n'éclatera pas avec des explosions, mais avec des fréquences. Là où le contrôle du spectre électromagnétique définit la survie même. À 6 heures, la 6e flotte reçut son rapport chiffré final. Opération Silan-Verge terminée. Domination totale du spectre validée. La mer Baltique resta calme, sa surface intacte. Mais sous cette tranquillité, des doctrines entières venaient de s'effondrer. La nuit où les réseaux moururent, le monde changea en silence.